Hello tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle question du lundi. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un très bon week-end, que les énergies de cette pleine lune en Gémeaux, de cette super lune, vous a donné plein d'abondance et de belles choses. Et voilà, on se retrouve pour une nouvelle question du. Alors, elle est très spéciale cette question du. Je ne vais pas piocher de questions au hasard aujourd'hui, tout simplement parce que une de mes abonnées, à qui je fais un gros bisou d'ailleurs, si elle me regarde, je pense que oui. Donc, cette personne m'a posé 5 questions au total, qui sont liées en fait à la question de la semaine dernière sur mon travail. Donc j'ai décidé de répondre à ces questions comme elles sont liées à celles de la semaine dernière. J'ai trouvé que c'était mieux en fait qu'il y ait un fil conducteur comme ça et que donc ça suive ce que j'ai abordé déjà lundi dernier. Donc les questions, elles sont toutes là, il y en a beaucoup comme vous le voyez. Dans chaque question, il y a plusieurs questions. Donc je vais commencer par répondre à la première. Alors, qu'as-tu fait comme formation en coaching et en lithothérapie? Est-ce que tu as dû y consacrer beaucoup de temps? As-tu pu le faire en cours d'emploi? Et qu'as-tu rencontré comme difficulté? Alors, premièrement, qu'as-tu fait comme formation en coaching et en lithothérapie? Alors ça, j'ai déjà répondu dans un vlog, en fait, que j'ai fait il y a quelques temps. Donc je ne vais pas répondre à la question. Pour le coaching, j'ai travaillé à distance avec Colette Baron-Reed, entre autres, et pour la lithothérapie avec une école américaine. Donc pour savoir exactement mon parcours, il y a une vidéo qui s'appelle Mon parcours justement. Je vous mettrai bien entendu le lien direct pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, donc j'ai déjà répondu. Je mettrai le lien du vlog, comme ça vous pourrez écouter ce que j'ai fait donc pendant mon parcours. Alors, est-ce que j'ai dû y consacrer beaucoup de temps? Oui, quand même, quelques mois, parce que j'ai fait donc 2 grosses formations principales. J'ai fait d'abord un travail sur moi, en fait. Ensuite, j'ai fait des formations donc, que je considère comme principales. Et puis, j'ai fait aussi des petits trucs à côté. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai fait ma formation, entre autres en lithothérapie, donc je devais rendre des comptes à mon école en prenant des cobayes donc, et en écrivant des rapports, etc., en prenant des photos. Enfin, je devais envoyer un dossier complet à chaque niveau de Reiki, par exemple, et je n'ai pas fait que du Reiki. J'ai fait aussi d'autres formations liées à la lithothérapie au sein de cette école. Donc voilà, ça m'a pris quand même plusieurs mois. Donc je n'ai pas pu le faire en cours d'emploi, je n'aurais pas pu le faire en cours d'emploi, que ce soit bien clair, impossible. Tout simplement parce que la plupart des cours les cours en live étaient le soir pour moi, puisque c'était aux États-Unis ou au Canada. Donc c'était des cours de soir, voire de nuit pour certains. Donc du coup, d'ailleurs j'en ai raté quelques-uns parce que des fois c'était juste impossible à faire, puisque je devais m'exercer la journée et puis ensuite avoir des cours le soir. Donc j'en ai loupé quelques-uns que j'ai rattrapés. Mais voilà, en cours d'emploi, ça n'aurait pas été faisable avec le travail que je faisais. Je finissais tard, donc j'aurais jamais pu le faire. Je l'ai fait après mon congé de reclassement, en fait. Quand j'ai eu l'appel, vraiment, l'appel viscéral pour travailler dans les choses qui m'accompagnaient depuis mon enfance et qui me tenaient vraiment à cœur. Alors, qu'est-ce que j'ai rencontré comme difficulté? Comme je vous l'ai dit, le fait de prendre des fois, enfin souvent, des cours en soirée ou de nuit. Des fois, j'avais des cours qui démarraient à 1h du matin. Donc ça a été assez difficile parce que du coup, au niveau du rythme, pour tenir justement éveillé pendant la formation, voilà, c'était pas évident. Retourner à l'école, entre guillemets, à mon âge, ça n'a pas été évident non plus, même si c'est hyper intéressant. Il y a des fois où je lâchais vraiment et mon esprit partait complètement ailleurs. Donc ça a été une difficulté aussi quand même. Il fallait rester concentré et ça, c'était pas évident parce que on n'a plus les mêmes capacités que quand on a 15 ou 16 ans ou 20 ans. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas évident non plus par moment. Et puis la troisième difficulté, je dirais, parce que je le considère comme tel, c'est que je n'ai pas eu d'aide financière, bien sûr, pour mes formations. Il a fallu que je les finance moi-même. Donc
Heureusement, d'un côté, que j'étais licenciée, puisque c'est ça qui m'a permis, avec les petites indemnités que j'ai touchées, c'est ça qui m'a permis de financer mes formations et mon cabinet. Voilà, si j'avais pas eu ça, j'aurais jamais monté mon affaire, en fait, tout simplement. Donc là, on n'a pas d'aide, les portes se ferment. Dès qu'on dit ce qu'on veut faire, et encore, j'utilise le mot lithothérapeute, bien que ça me corresponde pas finalement totalement. Je l'ai même mis sur mes cartes de visite, etc. Mais c'est vrai que le vrai terme, c'est coaching intuitif et cristal thérapie pour moi. Donc, là, c'est compliqué. Quand on commence à parler de coaching avec les tarots et de soins énergétiques avec les cristaux, là, les portes se ferment tout de suite. Il y a très très peu de gens compréhensifs et ouverts, je trouve. Enfin, c'est là que je me suis rendu compte de la fermeture d'esprit des Français, hein, parce que là, je me suis vraiment rendu compte de ça, quoi. Donc là, on a vraiment des progrès à faire là-dessus. C'est pas le cas des pays anglo-saxons ou d'autres pays en Europe où c'est beaucoup plus ouvert là-dessus. Là, on a encore de gros progrès à faire, je trouve. Donc en fait, on n'est pas considéré, quoi. Enfin, notre métier, notre emploi n'est pas du tout, comment dire, n'est pas validé, n'est pas considéré. Voilà, c'est du vent en fait. Donc il faut faire face à ça. C'est pas facile, mais voilà, bon, ben, il faut quand même tenter. Donc bon, pas tout le monde, heureusement, est comme ça, hein, parce que il y a des gens sur qui je suis tombée qui étaient super sympas. Par exemple, une dame de l'URSSAF qui m'a vraiment aidé quand même à choisir le terme exact pour m'installer, pour que j'ai le moins de problèmes possible ensuite par la suite, quoi. Donc voilà, elle m'a dit, je pense que le mieux c'est lithothérapeute, au moins nous, ben, ça existe, vous aurez un code APE et tout ça. Et puis voilà, après c'est vaste et au moins ça vous permet de faire ben, ce que vous faites, quoi. Donc voilà comment j'ai choisi en fait ce libellé-là officiellement. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Après, ouais, à part le financement et donc les portes qui se ferment et puis le fait que avec Pôle emploi, ça a été très compliqué parce que j'ai changé plusieurs fois de conseiller. Je pense que c'était dû au fait que je veuille me reconvertir professionnellement, mais dans une profession qui n'était pas du tout lambda. Donc en fait, j'ai changé X fois de conseiller. Chaque fois, donc chaque mois, j'avais rendez-vous. J'ai dû chaque fois réexposer mon projet. J'ai dû faire un business plan vraiment en bonne et due forme pour le présenter et que ça passe et qu'on m'accorde des aides. Voilà, donc ça a été compliqué. Ça a été compliqué au point que j'en avais marre, quoi. Au bout de 6 mois, j'avais toujours pas avancé parce que chaque fois, je représentais mon projet sans arrêt. Et la dernière fois que j'ai présenté mon projet, la dame m'a dit non, ça pour nous, c'est exercice illégal de la médecine, on peut pas cautionner ça. Le soin, pour nous, c'est égal à la médecine. Donc non, c'est pas possible. Votre projet, on pourra pas vous aider avec votre projet. Et là, j'ai explosé. J'ai dit à la dame, écoutez, avant de me donner ce genre de réponse, regardez ce que j'ai fait, regardez mon business plan. S'il vous plaît, regardez au moins ce que j'ai fait. Et parce que là, c'est pas possible, quoi. Là, si vous me fermez la porte, voilà, enfin, je veux dire, ça fait 8 mois que je bosse dans le vide et ça, je peux pas l'accepter, quoi. Je veux voir quelqu'un d'autre. Donc, elle a quand même pris le temps de regarder ce que j'avais fait. Elle a trouvé que c'était sérieux. Et elle m'a dit, bon, bah écoutez, je valide votre projet. Elle m'a mis tous les tampons, elle m'a donné tous les papiers. Et elle m'a dit, c'est bon, votre projet est validé, on va vous accompagner. Donc là, ça a été un gros soulagement parce que vraiment, pendant plusieurs mois, je ne savais pas trop si j'avais fait mes formations et que ça allait donner quelque chose ou pas, quoi. Voilà, donc j'ai montré mes diplômes, j'ai montré que j'avais vraiment fait des choses sérieuses et tout. Alors elle m'a demandé pourquoi j'avais pas fait ça en France, tout simplement parce que soit c'était trop onéreux, soit j'ai pas trouvé ce que je voulais. Voilà, tout simplement. Hein, voilà, il fallait que je trouve des gens qui correspondent à ce que je voulais faire de ma pratique, et donc je l'ai trouvé à l'étranger. C'est tout. Donc voilà. On va passer à la deuxième question. Hein. On va essayer de pas s'étaler pendant des heures non plus. Alors, pourquoi y a-t-il tant de réticence et de susceptibilité quand on évoque le bénévolat dans ton domaine? Pourquoi est-il si compliqué à mettre en place? Alors, j'ai un peu du mal avec cette question parce que je ne sais pas trop comment l'interpréter. Donc, moi, j'ai répondu la semaine dernière par rapport à la gratuité de mes consultations. Quand j'ai démarré la chaîne, ça m'est arrivé
de faire des consultations offertes, ça je l'ai peut-être pas précisé la semaine dernière, je l'ai fait pendant quelques mois et puis j'ai été vite dépassée. Donc voilà, c'était assez compliqué pour moi, je devais monter mon entreprise, je devais m'occuper de ma fille, mon mari a démarré aussi sa société, puis il a des horaires un peu particuliers, etc. Donc c'était impossible de répondre à la demande et puis en fait je me suis rendu compte aussi que les gens abusaient. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes, je ne dis pas tout le monde, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, ça non, parce que la plupart du temps j'ai quand même été vraiment remerciée, les gens étaient contents et puis ils m'ont vraiment dit de gentilles choses, etc. Mais il y a des gens qui ont abusé, c'est-à-dire que j'ai eu quelques personnes qui me demandaient des guidances toutes les semaines. Et si j'avais le malheur de ne pas répondre ou de leur dire écoutez là vraiment je peux pas, je me faisais pratiquement insulter. Donc voilà, ça c'est intolérable et c'est inacceptable. Quand on donne de son temps pour aider les autres et qu'on a ce genre de comportement en face, ça dégoûte et puis on n'a plus envie de rien faire, quoi. Donc voilà, bon c'est pas ça qui m'a fait arrêter d'offrir des consultations, c'est juste que je ne pouvais plus le faire et que j'allais monter ma société. Voilà, une fois que les aides s'arrêtent, ensuite on n'a plus que ça pour vivre, donc il fallait bien que j'arrive à proposer quelque chose de professionnel, un contenu professionnel à mes clients. Alors bénévolat, pour moi, ça évoque surtout l'humanitaire. Donc le mot bénévolat, moi je parle plutôt de gratuité ou de consultation offerte pour ce domaine-là, hein, pour la voyance, pour la guidance, voilà, pour les soins aussi énergétiques, pourquoi pas. Bénévolat, c'est plus les restos du cœur, c'est plus la Croix-Rouge pour moi, donc on va plutôt parler de guidance cadeau, de choses offertes. Voilà, après, des gens sont réticents et susceptibles, c'est souvent des professionnels et c'est souvent leur gagne-pain. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont réticents et susceptibles, je sais pas trop. Après, la personne qui souhaite faire des guidances pour son plaisir, pour faire plaisir aux autres et qui peut se le permettre, moi, j'y vois pas du tout d'inconvénient, quoi. J'espère que ça m'arrivera un jour de pouvoir faire ça. Franchement, si je pouvais faire ça sans être payée, je le ferais volontiers, quoi. Donc voilà, bon, moi ça me gêne pas particulièrement. Après, chacun voit midi à sa porte. Moi, je dis clairement, avec tout mon cœur et mon honnêteté, je ne peux pas le faire à l'heure actuelle, c'est pas possible. Après, la seconde question, c'est pourquoi est-il si compliqué à mettre en place? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Comme je dis, les gens qui souhaitent le faire, il n'y a pas de souci, hein, ils le font de toute façon, ces gens-là. Donc pour moi, c'est pas si compliqué à mettre en place, c'est juste question de moyens, question de la personne. Hein, voilà, il y a des gens qui gagnent leur vie en faisant ça, donc c'est peut-être compliqué, c'est compliqué pour eux, je me place dans ce cas-là. Après, les gens qui souhaitent faire des guidances gratuites ou des voyances gratuites, c'est pas compliqué à mettre en place, hein. On dit juste je fais des séances gratuites et puis voilà, les gens s'inscrivent et donc je pense pas que ce soit si compliqué, je pense pas que ce soit tabou non plus. Après, je dis c'est chaque personne va réagir de façon différente, tout simplement pour moi. Donc voilà, je sais pas si j'ai bien répondu, c'est un peu, j'arrive pas trop à saisir la question. Bon, j'espère que j'ai complété ce que j'ai dit la semaine dernière et que j'ai quand même répondu à cette question correctement. Voilà. Alors, la troisième question, c'est as-tu des routines concernant le domaine des cartes, qu'elles soient quotidiennes, mensuelles ou annuelles? Pourrais-tu nous raconter 2 ou 3 anecdotes où les cartes ont été une aide précieuse ou décisive dans ta vie? Alors, je vais boire un petit peu de tisane. Je me fais infuser la tisane de sorcière que j'ai eue dans le calendrier de Thomas, Provence d'antan, et elle est excellente. J'ai hésité à la commander, en fait, ça fait un moment que ce coffret est dans mon panier sur internet, sur leur site. Et puis finalement, j'hésitais avec les tisanes de Noël et tout ça, puis j'ai rien commandé du tout. Donc, pour l'instant, voilà, mais au moins ça me donne l'occasion de la goûter. Alors, des routines concernant le domaine des cartes. Quotidienne, oui, je tire une carte du jour. Il n'y a presque pas un jour où je ne tire pas une carte du jour. Donc voilà, ça m'inspire, ça me permet d'avoir une ligne de conduite, de voir un petit peu dans quelles énergies je me place, etc. Et puis souvent, je reviens dessus en fin de journée pour voir justement la corrélation entre les deux. Donc ça, c'est intéressant. Mensuel, je fais pas forcément. Ça m'arrive, mais je vais pas tous les mois me faire un tirage du mois. Annuel, oui.
En fin d'année, je vais faire un tirage pour l'année suivante, ça je le fais. Voilà, après je fais... alors, mes routines vraiment les plus respectées, ça va être les tirages lunaires. Donc je me fais un tirage personnel donc pour la nouvelle lune et la pleine lune. Voilà, ça je le fais tous les mois. Je pense que c'est la plus grosse routine avec la carte quotidienne que je fais continuellement. C'est très rare que je loupe, comme je vous le disais, la carte quotidienne ou alors un tirage de lunaison, c'est assez rare. Alors, raconter des anecdotes, je vais vous en raconter une en fait. Parce que c'est, enfin deux, c'est les plus marquantes et puis c'est surtout par rapport à mon activité, je pense que c'est ça le plus intéressant à vous raconter aujourd'hui. Donc en fait, au moment où j'allais perdre mon travail, donc j'étais convaincue que moi aussi j'allais être licenciée et mes supérieurs me disaient mais non, toi tu ne risques rien, ton emploi ne sera pas supprimé, etc. Voilà. Et moi, moi-même, mon intuition et mes cartes me disaient toujours le contraire. C'est-à-dire qu'on me disait que j'allais perdre mon travail et que ça allait arriver bien plus tôt que ce que je pensais. Donc, quand je me suis fait un tirage en fin d'année 2013, je crois, ouais, ça doit être 2013, donc je me suis fait un tirage, beaucoup de mes collègues avaient déjà été licenciés, et là, on me disait clairement qu'il allait avoir une coupure, que j'allais perdre mon travail, quoi. Donc je me suis fait des tirages avec le normand, avec les tarots, avec les oracles, et chaque fois ça me donnait vraiment les cartes toutes ensemble, me donnaient vraiment la perte de travail, un changement radical, une transformation, etc. Et donc dans mon travail on me disait strictement le contraire. Alors j'étais un peu embrouillée parce que je me disais c'est curieux, est-ce que c'est parce que j'ai le souhait de partir parce que ça me correspond plus et que ça rejaillit dans les cartes, ou est-ce que vraiment... Mais j'avais quand même l'intime conviction au fond de moi que ça allait se passer comme je le voyais et comme je le voyais dans les cartes. Et effectivement, je m'étais fait un tirage qui me disait que j'allais être licenciée au printemps. Quand on m'a annoncé que j'étais licenciée, sur le coup, c'était pas avant une certaine date et mes cartes me disaient que c'était bien avant. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ça a été bien avant. Voilà, donc du coup, ça a été marquant parce que j'avais noté mes tirages et puis quand j'ai vu effectivement comment ça s'est passé, c'était vraiment bluffant au niveau de la précision. Et la deuxième anecdote, c'est quand j'étais un petit peu perdue avant de démarrer le travail sur moi-même. Je me suis fait un tirage et ce tirage m'indiquait clairement que j'allais faire un travail en fait, aider les autres, voilà, que j'allais être dans l'aide, l'accompagnement. Alors sur le coup je comprenais pas trop, je me disais accompagnement, ah bon je vais me recycler dans quel type d'emploi, et puis il y avait aussi la santé qui apparaissait, donc je trouvais ça bizarre parce que je me disais ah bon mais qu'est-ce que je vais faire, alors je vais me tourner peut-être vers le paramédical, etc. Et puis donc j'ai noté ce tirage. Et quelques temps après, quand j'ai commencé à faire sérieusement mes formations et tout avec un objectif précis dans ma tête, j'ai relu le tirage que j'avais fait, ça correspondait exactement en fait à ce que je vivais, c'est-à-dire qu'il y avait des formations qui étaient sorties, soins et accompagnement, donc soins énergétiques, accompagnement coaching, donc voilà, c'était super clair. Quand je l'ai relu, j'ai été complètement bluffée et ça a été une aide précieuse et ça a été aussi décisif parce que je pense que ça m'a aidé quand même à prendre le chemin que j'ai pris et sur lequel je marche aujourd'hui. Donc voilà, les cartes sont de bons guides. Elles ne vous prédisent pas réellement l'avenir. Pour moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est vrai que ça nous donne quand même des énergies pour nous placer et susceptibles de... j'étais susceptible de pouvoir démarrer des formations qui fonctionnent, etc. Donc voilà, ça a été une aide précieuse, effectivement. Et c'est comme ça que je le vois, en fait, moi. Voilà. Alors, peux-tu nous parler de ton évolution personnelle dans le domaine des cartes? Qu'as-tu laissé en chemin? Qu'as-tu maintenu? Qu'as-tu ajouté au fil de ta pratique? L'utilisation que tu en fais s'est-elle beaucoup modifiée et pourquoi? Alors, je vais reboire une gorgée de tisane, hein, excusez-moi. Pour avoir la voix claire quand même. Alors, peux-tu nous parler de ton évolution personnelle dans le domaine des cartes?
Mon évolution, elle s'est faite au fil des années. Donc j'ai démarré, j'étais toute jeune, j'étais ado. J'ai commencé en faisant de la cartomancie pure. J'ai commencé avec le tarot de Thoth et puis ensuite j'ai évolué avec le Lenormand, un petit peu de tarot de Marseille, mais très peu parce que je me suis tout de suite mise dans d'autres créneaux qui étaient les oracles. Donc j'ai laissé aussi un peu tomber le tarot. Après c'est revenu, enfin bon. Donc voilà comment j'ai un petit peu évolué dans le domaine des cartes. Donc j'ai commencé avec de la divination et de la cartomancie pure et simple. Et je l'ai affiné au fil du chemin. C'est-à-dire que je fais plus vraiment de prédictif aujourd'hui, comme je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises. Je fais plutôt de l'accompagnement et de la guidance. Donc c'est quand même, il y a une notion un peu différente. Voilà, donc ce que j'ai laissé en chemin, c'est vraiment la divination pure de prédire à quelqu'un vous allez trouver un emploi au mois de mars, vous allez rencontrer une personne blonde, etc. Voilà, c'est plus trop un truc que je fais parce que ça correspond plus trop en fait à ce que je veux offrir, à ce que je veux donner. Et voilà, j'ai une autre pratique aujourd'hui. Ce que j'ai maintenu, c'est mon amour des cartes et toujours l'évolution avec les cartes. Donc j'ai maintenu, qu'est-ce que j'ai maintenu? La pratique, hein, tout simplement, la pratique des cartes. Je ne sais pas trop comment répondre non plus. Qu'as-tu ajouté au fil de ta pratique? Beaucoup de choses, donc du coaching psychologique, de l'accompagnement, de la guidance, travail sur les vies antérieures, travail sur les chakras. Ça, ce sont des choses que je fais depuis quelques mois seulement, puisque c'est ma pratique professionnelle qui m'a fait évoluer dans ce sens. Qu'est-ce que j'ai ajouté aussi? La méditation avec les cartes. C'est quelque chose que je faisais pas du tout quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, je tirais les cartes pour faire du prédictif. Et c'était la seule chose que je faisais. Aujourd'hui, je fais énormément de choses avec mes cartes. Donc, la méditation, c'est un point crucial et important de ma pratique. Méditer avec une carte, là aussi, j'ai fait des vidéos là-dessus. C'est super important pour moi, quoi. Voilà. Je le fais malheureusement pas assez ces temps-ci, parce que j'ai moins de temps. Je suis sur d'autres projets, etc. Donc, ça bouillonne pas mal. Et puis, j'ai toujours mon oracle aussi. C'est pas évident, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Voilà. L'utilisation que tu en fais, s'est-elle beaucoup modifiée? Pourquoi? Oui, elle s'est beaucoup modifiée, puisque je vous dis, je faisais du prédictif, de la cartomancie, de la divination. Aujourd'hui, on est plus dans la guidance, dans la psychologie de la personne. Pourquoi? Tout simplement parce que ça me correspond davantage, en fait. Tout simplement. Je peux pas vous donner d'autres réponses. C'est vraiment parce que c'est viscéral, encore une fois. C'est ce qui me correspond le mieux. Voilà. J'en ai encore une autre. Ne vous sauvez pas comme ça. Faites pause, hein, allez prendre un café, un thé, voilà, un petit truc à grignoter si c'est trop long. Alors, au vu de ton expérience, quels conseils pourrais-tu donner à une personne qui souhaite ouvrir son cabinet? Quelles sont les qualités que tu penses indispensables et à quels écueils faut-il faire attention? Alors, premièrement, il faut avoir un peu de finances devant soi. Parce que comme je vous le disais, c'est pas évident d'ouvrir un cabinet. Moi, j'ai la chance de le faire en plus chez moi, au rez-de-chaussée de chez moi. Mais quelqu'un qui va prendre un local, donc payer un loyer, il faut penser à tout ça. Il va falloir payer le loyer, les charges inhérentes au local, etc. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut vraiment être sûr de pouvoir subsister dans les mois, dans les années qui viennent. Donc ça, c'est pas évident déjà. Première chose. Donc le conseil, c'est avoir un peu d'argent pour pouvoir ouvrir son cabinet. Parce qu'il faut penser aussi au matériel, il faut penser à plein de choses. Quelles sont les qualités que tu penses indispensables? Bon, déjà, il faut être hyper motivé, quoi. Sans motivation, c'est impossible à faire. Il faut vraiment foncer comme un taureau, je dirais, et puis vraiment être hyper motivé. Deuxièmement, ne pas être dans le jugement. Quand on fait ce type de travail, on ne peut pas se permettre de juger l'autre. Il y a des tas de gens qui viennent avec des problèmes divers, des profils divers, des questions diverses, et on peut pas se permettre de juger. Voilà, on est sans jugement, on est neutre. Donc ça, la neutralité, c'est super important. Il faut avoir de la compassion, il faut avoir l'amour de soi et l'amour des autres aussi. Je pense que c'est primordial. Sans amour, on ne peut pas faire ce travail et puis on ne fait rien.
Les écueils auxquels il faut faire attention. Alors, quand on va parler des clients, moi je ne parle pas de patients parce que je ne suis pas médecin, hein, donc je vais parler de clients. Il faut mettre de saines limites entre soi et le client. Même si on gère, qu'on a des clients qui font partie de notre famille, moi j'en ai, il faut mettre une saine limite. C'est-à-dire que quand les gens viennent chez moi pour me consulter, que ce soit pour le soin ou pour les cartes, je ne les vois plus comme ma sœur, mon frère, voilà, je les vois comme des clients et donc il faut que j'ai un détachement pour pouvoir faire correctement mon travail. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas trop s'impliquer. Même si on ne connaît pas la personne, il va falloir quand même qu'il y ait une barrière entre nous. Alors, je dis la compassion, la gentillesse, elle y est, c'est pas ça que je veux dire. Simplement, il faut garder un certain détachement pour pouvoir faire son travail correctement, avoir la bonne connexion, pouvoir délivrer les bons messages. Voilà. Du recul et du détachement. Et de saines limites. Ne pas se laisser envahir par ce qu'on va vous raconter, les problèmes qu'on va vous raconter. Si vous êtes une éponge, vous n'arriverez pas à faire votre travail et ça ne va pas fonctionner. Il faut vous dire que vous devez aider l'autre, donc pour aider l'autre, il faut rester neutre en fait. Encore une fois, la neutralité. Les écueils, il faut faire attention. Là, on va parler plus de l'aspect du cabinet en lui-même. Il faut prévoir les charges. Il va falloir prévoir les charges fixes et les autres. Donc, il faut penser, pour ceux qui ont un loyer, donc le local du loyer, les charges inhérentes au local, la CFE à payer à la fin de l'année, qui fait très mal, je vous le dis parce que j'ai reçu la première. Et là, vraiment, je me suis posé des questions, quoi. Comment je vais survivre à tout ça, les charges. Pour l'instant, je suis aidée avec l'ACRE, mais ça ne va pas durer. Donc voilà, une fois que je n'aurai plus l'ACRE, est-ce que je vais arriver à subsister? Je ne sais pas, hein, on verra par la suite. Mais voilà, il faut penser à tout ça. Faire de son rêve un métier, c'est super. Je veux dire, moi, je ne regrette pas du tout le parcours que j'ai fait, mais il faut aussi voir le côté plus noir et plus négatif des choses. C'est beaucoup de frais, c'est beaucoup de temps. C'est pas comme je commence à 8h, je finis à 6h, hein, ça c'est fini. C'est presque un travail permanent selon comment on procède. Hein, je veux dire, voilà, ça dépend de ce qu'on fait, mais c'est vraiment quelque chose qu'on vit 24 h sur 24. Donc c'est beaucoup d'investissement personnel, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de frais. Donc, comme je vous disais, les charges sociales, donc le RSI, hein, c'est mon cas, la CFE, après les impôts sur le revenu pour ceux qui sont imposables. Bon voilà, il y a tout un tas de trucs. Ça, il ne faut pas le mettre de côté. Il faut vraiment bien le calculer et bien le peser avant de se lancer. Parce que par la suite, ça peut être dramatique si on ne fait pas bien ses calculs. Donc moi je sais que c'est difficile, hein, je vous le dis, je suis honnête. C'était plus facile il y a quelques mois, aujourd'hui ça devient plus difficile parce que je n'ai plus d'aide de la part de Pôle emploi, donc je fais avec ce que je gagne au cabinet et à distance, mais c'est pas tous les jours facile et il y a des charges à payer, il y a l'assurance du local. Moi, même si je le fais chez moi, j'ai une assurance exprès pour cette pièce-là, donc c'est comme si j'assurais un local, ça me coûte aussi cher que si j'assurais un local qui est à l'extérieur. Donc voilà, il y a l'assurance, il y a les charges, il y a tout ça, quoi. Donc voilà, il faut penser aussi aux places de parking à proximité. Est-ce que les gens peuvent se garer? Enfin, il y a vraiment énormément de choses à penser. Donc voilà les écueils, un peu, voilà les choses auxquelles il faut penser, auxquelles il faut réfléchir avant de s'engager. Mais à côté de ça, si on a la passion, l'amour et si on a vraiment ce souhait viscéral, il faut le faire, voilà. Pour pas avoir de regrets, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Après, si ça fonctionne pas, il y a toujours des solutions. C'est-à-dire que si l'activité ne nous permet pas de vivre vraiment, quand on a une famille à charge, comme c'est le cas pour moi, à ce moment-là, il y a toujours possibilité de travailler un peu en intérim ou de prendre un emploi à mi-temps, mais qui correspond bien sûr à ce qu'on a envie de faire aussi. On peut travailler par exemple dans une librairie ésotérique, dans un magasin bio. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut ensuite
penser aussi pour compléter les revenus, etc. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je pense que j'ai fait une vidéo assez complète. J'espère avoir bien répondu à cette question. Martine, tu me diras si j'ai bien répondu à ces questions. J'espère que oui. En tout cas, j'y ai mis tout mon cœur et mon énergie. Voilà, donc j'espère que ça vous aura quand même intéressé. Et puis, je vous retrouve lundi prochain pour une autre question due. Donc, portez-vous bien. Bon préparatif de Noël à tout le monde. Bon calendrier de l'Avent. Je vous embrasse très fort. Et puis, restez connectés parce que je ne vais pas tarder à annoncer le jeu. Donc, voilà, il va y avoir un petit jeu pour décembre avec un petit colis de Noël à la clé. Donc, voilà, hein, restez connectés. Je vous fais des bisous. Bye bye.